Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose chaque semaine d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Index Exchange à l'occasion de l'AX Open France. Ce contenu est accessible ou sera accessible prochainement en podcast sur les plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, duopole Google-Facebook, les enjeux pour l'AdTech. Malgré une représentation de 45% des usages, Google et Facebook concentrent 70% des investissements publicitaires. La comparaison entre les dépenses publicitaires réalisées sur les walled gardens et le temps réellement passé par les utilisateurs sur ces plateformes fait apparaître ou laisse apparaître un déséquilibre. Nous allons y revenir et revenir surtout sur les initiatives envisagées pour qu'une concurrence puisse s'installer entre les acteurs de la publicité digitale et les walled gardens, le tout à l'occasion de ce The Programmatic Society, le premier en direct et en public pour fêter le tout premier anniversaire de l'émission et ce, jour pour jour. Je vous demande d'accueillir deux invités exceptionnels pour ce tout premier numéro en direct. Je vous demande, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'accueillir deux voix qui portent sur le marché français du programmatique. Fabien Magalon, Managing Director d'Alliance Gravity Data Media. Et Philippe Schmitt, Managing Director de Prisma Media Solutions. Tout d'abord, messieurs, je suis très honoré de vous avoir comme invité pour ce premier anniversaire de The Programmatic Society, ce Programmatic Society spécial, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la première fois qu'il est en direct, à l'occasion d'un grand événement, un événement international, l'AX Open. On va parler d'un sujet, on va dire, assez sensible, on va dire même peut-être tabou pour un certain nombre d'acteurs. On écrit beaucoup sur le sujet, mais on n'échange pas forcément beaucoup en public à ce propos, notamment sur le fameux duopole Facebook-Google. Mais avant de parler de ce duopole spécifiquement, on va parler aussi de ce qui caractérise l'événement d'aujourd'hui, à savoir les évolutions autour du header bidding. La première question, c'est le header bidding est sans conteste un gain en termes de revenus pour les éditeurs, mais quel bénéfice pour les annonceurs ? Philippe. Ok, je vais faire le début. Écoutez, je pense que le programmatique a, entre guillemets, réparé un décalage espace-temps dans le marché de la publicité que le marché parfait connaît, en bourse par exemple, ou aussi en voyage. C'est-à-dire que la rencontre de l'offre et la demande au bon moment avec le bon prix, tout simplement. Et le header bidding, en fait, il semble rééquilibrer un peu le rapport de force entre sell-side et buy-side, mais in fine, il permet surtout à l'acheteur d'avoir accès à l'ensemble des inventaires, à travers l'ensemble des prix qu'il veut activer, à travers l'ensemble des cibles, etc. Donc il n'est pas figé dans une cascade de yield fixe, mais tout simplement, s'il souhaite acheter la bonne cible au bon endroit avec le prix qu'il faut, il va l'avoir. Donc il faut vraiment voir le header bidding comme un rééquilibre de rapport de force et surtout un assainissement, finalement, une maturation de ce marché de la publicité. Merci Philippe. Fabien. Oui, tout à fait. Techniquement, c'est aussi un passage où les impressions publicitaires étaient vendues, effectivement, tu l'as dit, en cascade, où l'ad serveur primaire avait la priorité sur la commercialisation programmatique, à un mode de vente en carrousel, où finalement, le programmatique, où les différentes sources de demande programmatique sont appelées ou mises en compétition simultanément avec les ventes directes. Donc le principal bénéfice, les bénéfices pour les éditeurs, ils sont assez évidents. Tu l'as dit, c'est accéder à plus de demandes, améliorer le fill rate, améliorer les CPM et améliorer les revenus in fine. Pour les éditeurs, pour les annonceurs et pour leurs conseils, le bénéfice principal, finalement, c'est d'avoir accès via le canal programmatique à un reach exhaustif de tous les utilisateurs d'un site, à la qualité exhaustive aussi, aux meilleures impressions, aux homepage, etc. Et donc de rendre possible la promesse que tu évoquais de faire du ciblage niche à grande échelle, puisque finalement il n'y a plus de limitation à l'accessibilité de l'inventaire. Alors justement, puisque tu parles de ciblage niche à grande échelle, ça me fait penser au mobile. Et justement, on qualifie le mobile de device qui tire la croissance des investissements publicitaires plutôt vers le haut. Il est même qualifié, le mobile, comme le premier support publicitaire dans le monde.
Et justement, puisqu'on doit parler du duopole Google et Facebook, il semblerait quand même que Google et Facebook ont misé sur ce device, sur le mobile, depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'en fait, ce duopole, ce ne serait pas aussi le résultat d'une sorte d'inertie, voire peut-être d'une vision court-termiste de l'ensemble des acteurs du marché au regard des opportunités que laissait présager le mobile? Je me souviens qu'on rigolait tous les ans en disant c'est l'année du mobile. Tout le monde souriait, tout le monde rigolait, mais sauf que derrière, en backstage, certainement que Google et Facebook fourbissaient leurs armes et qu'on n'a pas certainement vu cette réalité arriver. Qu'en pensez-vous, Philippe? Oui, c'est sûrement vrai que quand vous avez le funding d'un GAFA, vous pouvez vous permettre d'investir sur l'avenir avec 10 ans d'avance. Quand vous êtes un éditeur national qui paye ses impôts en France à pleine pot, qui embauche des journalistes, etc., vous avez un EBIT et un compte à rendre à votre actionnaire qui est peut-être un peu plus court-termiste parfois. Et effectivement, le mobile est un peu le joke, comme dans Game of Thrones, Winter is coming, le mobile is coming, sauf que c'était jamais le cas. Il y avait encore une autre saison, il fallait attendre. Sauf que mine de rien, en fait, ce retard dans le temps s'est réparé. Et aujourd'hui, la répartition du chiffre d'affaires des GAFA à 70% avec une part de voix seulement à 45% montre que le marché ne s'est pas remis en fait encore à date, à jour. C'est-à-dire, ça représente encore le retard d'expérience utilisateur des éditeurs d'il y a 10 ans, où effectivement, il y a une priorisation des GAFA qui s'est créée notamment à travers le device mobile, où aujourd'hui les éditeurs se sont mis absolument au niveau. Je vous recommande 2 applis absolument formidables en user experience comme un T-Loisir, ou pour citer aussi la concurrence d'un équipe qui est formidable, bientôt à la Coupe du Monde des femmes. Et donc, il faut justement rééquilibrer et pas oublier que, plus dans cette table ronde, on parle des GAFA, des annonceurs, mais il n'y a pas de GAFA ni annonceurs sur scène. Et donc, en fait, leur pub, c'est comme l'alimentaire, en fait. Les consommateurs choisissent et, à travers les choix, structurent le marché. Donc, ce décalage de part de voix, part de marché de 25%, il faut le réduire vite pour justement arriver à ce fair share qui tout simplement fait partie de notre business dans un marché où l'offre et la demande sont équilibrées et les rapports de force sont justes. Parce que sinon, si on pousse ce duopole jusqu'au maximum, winner takes all, les jardins, on va dire, clos se ferment encore davantage. Ça va finir en quoi? Ça va finir en too big to fail. Donc, une petite erreur, un des deux, peut avoir des conséquences fatales pour tout l'écosystème. Et ça peut finir par une intervention de l'administration, des autorités, du gouvernement, qui coupe le truc en 10, ce qui n'est pas l'intérêt de personne, en fait. Donc, faisons tout simplement attention, tous ensemble, à rééquilibrer ce marché. Et le mobile est pour moi un symbole de le marché n'a pas encore adapté, on va dire, la mise au niveau de tous les acteurs. Merci, Philippe. Fabien? Alors, je rejoins Philippe sur le retard rattrapé par les éditeurs. Nous, chez Gravity, donc on représente quand même plus de 200 éditeurs. Nos investissements traduisent quand même une bascule vers le mobile de vos usages et de votre expérience utilisateur publicitaire. On est à 55-60% de nos investissements totaux qui se font sur les devices mobiles. Et effectivement, c'est le témoignage de grosses évolutions côté éditeur, à la fois sur l'UX, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'innovations qui vont venir. Donc il y a très longtemps, on zoomait comme ça pour voir un site, c'est fini. Maintenant, tous les sites sont responsifs, évidemment, mais on voit même des innovations plus fortes. Je trouve que le taux d'adoption d'AMP, qui est objectivement une bonne expérience mobile, très rapide, très efficace, est aussi grandissant. On voit des innovations encore plus poussées, et pas plus tard, tu as cité l'équipe application, mais l'équipe site web mobile, dans la nouvelle application, dans la refonte du site qu'ils ont fait il y a quelques jours, ils sont passés en progressive web app, qui finalement mime le look and feel d'une application dans un environnement web mobile. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. C'est vraiment très réussi, c'est très agréable. Donc je trouve qu'en expérience, et il y a des exemples encore plus poussés aux US avec Vox Media, avec le Washington Post, qui développent leur propre CMS en intégrant la publicité à l'intérieur. Donc, je pense qu'au contraire, les médias sont très innovants et ils peuvent être proposés même à terme, demain, des expériences supérieures à ce que peuvent proposer les GAFA. Donc, je suis très optimiste là-dessus. Après, évidemment, il y a une fragmentation des offres des médias qui fait qu'il y a une disparité importante entre les niveaux d'expérience utilisateur, mais je trouve que quand même, globalement, c'est injuste de dire qu'il y a de l'inertie et il y a plutôt un mouvement très favorable. Ça, c'est sur l'expérience utilisateur. Et sur l'expérience publicitaire, ça se voit dans les chiffres du SRI.
il y a quand même une hyper-croissance des formats intégrés, globalement. On voit de moins en moins, et je pense que c'est tant mieux, de petites bannières 320 par 50 sur les environnements mobiles. C'est les formats qui se développent, c'est le natif, donc des formats intégrés, les formats vidéo, in-stream et out-stream. Et là aussi, je trouve que c'est un témoignage justement du dynamisme des éditeurs pour adapter aussi l'expérience publicitaire aux devices mobiles. Alors, je vais reprendre 2 expressions qui ont été souvent évoquées dans vos 2 dernières interventions. Ton expression qui est l'expérience utilisateur dans l'univers mobile et ton expression qui est le consommateur choisi. D'ailleurs, c'est quoi le rapport ? Le rapport, en fait, c'est sur le concept d'expérience client dans le process d'achat programmatique. En gros, l'expérience client dans le domaine programmatique, ce sont les acheteurs qui utilisent un certain nombre de plateformes pour pouvoir accéder à un certain nombre d'audiences. Mais est-ce que vous ne pensez pas que de la part de certains éditeurs, ou en tout cas de la part d'un certain nombre d'acteurs sur le marché, il n'y a pas un problème d'expérience client ou d'expérience acheteur programmatique, justement dans le parcours d'achat, à savoir que, je vais être un peu vulgaire, mais pas trop, acheter du programmatique, c'est pas super fun, c'est parfois assez embêtant, et peut-être que l'expérience programmatique sur des plateformes telles que Google et Facebook est différente et beaucoup plus avenante avec différents services. Comment on répond à ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ce progrès certainement à faire en termes d'expérience client dans le process d'achat programmatique ? Allez Fabien, à toi. Alors, oui, je suis convaincu que l'expérience de la plateforme d'achat a un impact sur les investissements publicitaires, et il est certain que Google et Facebook ont masterisé ce sujet. Pour autant, Gravity, qui est une initiative relativement récente, s'attache à plateformiser finalement l'accès à l'ensemble des médias qui travaillent avec nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on unifie quand même et qu'on centralise l'accès à près de 200 médias français, qu'on unifie, qu'on centralise la donnée mutualisée, qu'on mutualise la donnée de tous ces éditeurs au sein d'une seule plateforme. Donc ça, c'est sur le fond, finalement. Et après, effectivement, il y a un travail sur la forme. Je pense que c'est là-dessus auquel tu pensais. Dans le cas de la plateforme Gravity, elle est personnalisée. Alors effectivement, ça reste un axe de travail de participer à la simplifier, sans pour autant d'ailleurs retirer un certain nombre de fonctionnalités qui sont nécessaires, parce que aujourd'hui, nous, notre position, c'est d'adresser le marché enterprise en quelque sorte, et c'est pas tout à fait les mêmes besoins que le marché de la longue traîne. Donc on est sur cet équilibre de personnalisation, simplification, tout en conservant des fonctionnalités complexes. Voilà, c'est un axe de travail prioritaire, c'est le début et ça va continuer à évoluer. Merci Fabien. Philippe ? Moi, je pense que c'est un faux débat, parce que même si l'analogie intellectuellement est séduisante pour une table ronde, etc., il ne faut pas oublier que les publishers, ils n'ont pas inventé leur stack technologique, ils le sortent comme ça, avec une user experience moyenne, fait dans un garage à Gennevilliers, par exemple. Mais c'est plutôt, tout simplement, on a pris les stacks des partenaires technologiques mondiaux, justement Google, AppNexus, Smart et d'autres. Et donc, du coup, en fait, la user experience, déjà, elle est là parce qu'en fait, on a les partenaires technologiques qui permettent aux traders tout simplement d'accéder nos inventaires avec toute la facilité, simplicité que représentent ces plateformes. Et je vous donne un contre-exemple qui est très parlant. Il y a un autre acteur des GAFA qui s'élance sur le programmatique à vitesse grand V, qui fait des belles croissances, mais on est dans un cercle d'experts. Je pense qu'après 20 heures, autour d'un verre, tout le monde va me dire que la plateforme, qu'est-ce qu'elle est austère, ça ne donne pas envie. On sait très bien de qui on parle, qui commence avec un A et qui a bien identifié ce problème d'ailleurs, parce que ils se sont collés des devs en France pour justement rendre beaucoup plus accessible la plateforme, et pourtant c'est peut-être la plus belle data du monde, transactionnelle en tout cas. Mais n'oublions pas, c'est pas tout, parce que entre guillemets, si la plateforme n'est pas assez UX friendly, ça le fait pas si vite que ça pourrait. Et après, il y a aussi la puissance. Et n'oublions pas, je représente Prisma Media aujourd'hui. Nous avons bien plus d'audience jour qu'un Amazon en France chez Prisma Media, avec des inventaires qui donnent un peu plus peut-être un écrin aux marques. Et donc, en fait, aujourd'hui, les acheteurs, les traders, les annonceurs ont justement cet énorme luxe de pouvoir prendre les meilleurs outils du marché, pourquoi pas de la Silicon Valley, pour accéder aux meilleures puissances audience du marché français,
à travers les meilleures données et tout simplement tout ça dans une suite en fait qui est de plus en plus compatible ou intercompatible, interopérable, même s'il y a encore du boulot à faire. Merci Philippe, ça me permet de faire une transition justement par rapport à cette chance qu'ont les annonceurs de pouvoir travailler sur des écrans premium. Je le disais en introduction, malgré une représentation de 45% des usages, Google et Facebook concentrent 70% des investissements publicitaires. Alors à quoi attribuer cette appétence, cette préférence des annonceurs pour Google et Facebook? Fabien. Alors, 45% des usages, 70% des investissements, 95%. Selon eMarketer. Selon eMarketer, 95% selon Fabien Magalon des scandales de. Amen. J'ai pas la vraie, mais franchement probablement pas loin de tous les scandales qui ont porté sur la publicité, brand safety, fake news, et franchement il y a une escalade incroyable. Donc pourquoi, malgré ça, ils continuent à attirer autant d'investissements? C'est une question qui n'est pas simple. Je pense que, postulat de départ, ils sont probablement efficaces. Même si, tu l'as dit, ils s'auto-mesurent, donc c'est plus facile d'être efficace quand on s'auto-mesure. Sûrement. Ouais. Et, les sourires en disent non, mais je pense qu'ils doivent s'auto-mesurer. Ouais. Mais pour autant, c'est un peu paresseux intellectuellement de se dire que c'est uniquement lié à ça. Exactement. On en a parlé. Et du coup, si on se réfléchit sur vraiment fondamentalement qu'est-ce qu'ils font de différent et qui doit être une source d'inspiration, tu l'as dit, il y a une part certainement dans l'UX, c'est pas tout. D'abord, ils ont une dimension internationale. Ça, c'est assez fondamental en fait. Tu avais une anecdote en préparation, peut-être tu pourras partager sur le paramètre international, qui fait que globalement, ils ont la share of mind des annonceurs au niveau global. Voilà. Gravity, peut-être qu'à Los Angeles, les annonceurs, ils connaissent mal. On y travaille. On y travaille. Et donc ça, c'est le premier point. Ils ont une dimension locale, en fait, qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que le marché de la publicité, il est aussi hyper local. Et ils ont ces interfaces qui leur permettent d'aller attirer le marché de la longue traîne, sur lequel nous, vous, sommes peu présents. Et ça, c'est certainement un gros facteur de génération de revenus. Je pense qu'en termes d'organisation, ils sont extrêmement efficaces dans l'exécution et leur capacité à faire du lobbying, là aussi au niveau des C-level, des CMO, ce qu'on a plus de difficultés à faire, je pense, à notre niveau local. Et donc, globalement, voilà les éléments clés différenciants. Parce que pour ce qui est, tu l'as dit, de la puissance, de la data, je reviendrai sur la data, de la brand safety, en réalité, on a quand même beaucoup d'atouts. En tout cas, s'il y a un écart, je trouve qu'il n'est pas justifié dans les proportions que l'étude e-marketer montre. 45% des usages, 70% des investissements. Dernier point effectivement très différenciant, qui est un peu d'ailleurs le thème central de la journée, c'est l'identité. Ils ont quand même cette capacité à retrouver de manière exhaustive leurs utilisateurs, logués, identifiés, à être pas dépendants du tout de l'environnement cookie. Ça, c'est une force qu'aujourd'hui, on s'attache à construire chez Gravity, chez les marques médias, dans plein d'initiatives qui ont été présentées par Jean-Baptiste Rouet juste avant. Mais voilà, si je devais lister, d'essayer d'être objectif sur qu'est-ce qui constitue leur force, voilà. Merci Fabien. Philippe. Fabien était assez complet. Pour être peut-être complémentaire à ce qui était dit, je me permets de rajouter sur la partie internationale, effectivement, qu'il ne faut pas oublier que les décisionnaires ont de moins en moins de temps, de plus en plus de pression sur les résultats à court terme. Tout le monde est audité pour montrer qu'il a touché sa cible et malheureusement, dans certaines cycles de décision, le moyen et long terme n'est plus trop présent. J'ai vu un article, je pense que c'était l'Harvard Business Review, l'an dernier, que la vie moyenne d'un CMO en France était passée en dessous de 3 ans. Donc il n'est pas évident de construire quand vous êtes en CDD. Je taquine un peu, mais c'est un peu la réalité du marché. Ce qui fait que, quand les grands plans internationaux et deals internationaux sont bouclés sur les headquarters, on va dire, EMEA à Londres, etc., avec un quote-part des GAFA qui est pré-négocié, j'ai rencontré des CMO de très, très, très grands groupes où j'ai battu des mois pour les voir. Et finalement, en face-to-face, ils avouent que leur marge de manœuvre, en fait, à leur niveau, qui est quand même un très, très beau niveau, est minime.
Et l'anecdote que citait Fabien, c'était donc récemment une grande marque de la aide vérification, IAS pour les nommer, organisait une conférence avec pas mal d'annonceurs sur scène. Et donc il y avait une type de cette question, le décalage entre part de voix, part de marché. Et je me suis permis de un peu creuser davantage. Et surtout, en fait, il y a des milliards d'euros en fait, qui sont en jeu. C'est pas des petits budgets. Donc, c'est plus acceptable que c'est automesuré. C'est juste impossible dans le monde actuel. En 2019, et les personnes sur scène avouaient qu'effectivement, ça rime à rien, mais que c'était des consignes internationaux et il fallait remonter pour voir ça à un autre niveau. Ils ne pouvaient plus bouger un doigt. Donc, c'est évidemment quelque chose qui se dit pas trop sur scène et c'est aussi ce cadre qui permet de parler des sujets qui comptent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête et de vraiment travailler la prise de conscience de l'ensemble des décisionnaires que vous êtes, qui sont les annonceurs, que quand vous choisissez, vous avez un choix, vous structurez un marché. Et Gravity est un excellent exemple parce que fort de ce constat que l'écart se creuse toujours plus entre usage et part de marché, on ne peut pas les Calimero en rien faire. Il fallait vraiment sortir des alternatives, que ce soit un assainissement vraiment d'engagement, de la qualité du marketing digital à travers le Digital Trust, bien sûr, qui est vraiment cette offre hyper exigeante sur l'expérience utilisateur, zéro fraude, brand safety, etc., etc., etc. Donc je vous invite vraiment à soutenir cette montée en puissance qu'on accompagne au sein du SRI. Et la deuxième initiative, c'est vraiment la création de Gravity, qui est quand même une initiative, ça existe nulle part dans le monde. Même aux États-Unis, il n'y a pas des publishers qui sont mis ensemble, déjà entre eux, et surtout après, d'aller encore plus loin et d'associer des natures data complémentaires. Je le dis souvent, c'est vraiment une data traçable, bio, française, de 4 natures data qui sont le comportemental des éditeurs, le déterministe des telcos, le transactionnel des commerçants et le search du saut local page jaune. Et ça, dans la même plateforme, activable sur les inventaires que vous souhaitez, avec plus que 1500 segments, avec une équipe de réputation. Et je fais ce compliment à Fabien qui a construit cette plateforme en temps de record. Ça marche, il y a du repeat business. Tout le monde qui a testé cette plateforme, il revient. Donc il faut soutenir tout ça. Et ce n'est pas par se plaignant sur un décalage qui date, encore une fois, c'est une des raisons, il y a 10 ans, les GAFA avaient une telle longueur d'avance qu'ils ont raflé tout le marché, sauf que cette longueur d'avance, elle s'est effacée, sauf qu'elle est toujours dans les chiffres. Donc maintenant, il est temps de restructurer le marché de nouveau pour ne pas tout subir. Alors justement, dans cette avance de la part des GAFA et de Google et Facebook en particulier, on a parlé, et tu l'as évoqué, Fabien, de la data loguée et identifiée. Et justement, c'est ce qui constitue la force de Google et Facebook. Et la question c'est, mais c'est quoi l'alternative que peuvent proposer les autres acteurs du marché? Donc effectivement, tu viens de l'évoquer, et Fabien, tu en es le grand témoin, il y a Gravity, mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression également qu'il y a, sur la démarche opérationnelle, les éléments sont là, mais qu'en fait, sur la dimension politique, voire lobbying, peut-être qu'il y a un autre travail encore à faire. Je ne veux pas trop donner de réponse, je veux juste essayer d'ouvrir peut-être notre débat sur le sujet. C'est vrai qu'on y répond de manière très très opérationnelle, mais qu'en est-il d'un point de vue peut-être un peu plus politique, un petit peu plus cocardier? Tu disais marque française, c'est limite si tu disais pas bio, mais en gros, quelles sont les autres alternatives possibles pour les 20% du marché qui représentent nous qui sommes ici dans cette salle? Fabien. Sur la dimension culturelle, d'abord, je trouve ça intéressant. Je déjeunais avec quelqu'un qui travaille en agence qui me disait la moyenne d'âge des gens en agence, c'est 32 ans. La moyenne d'âge des média buyers qui sont décisionnaires sur une partie des arbitrages, des investissements, des plans médias, c'est 28 ans. Donc il y a un sujet culturel aussi, en particulier sur la presse, pour réenchanter la presse sur une population qui l'a pas connue, enfin peut-être autant que nous, moi, toi, oui. et
Et il y a des initiatives, et là aussi, la presse, alors j'avoue que je ne suis plus très à l'aise, mais c'est Demain la presse, ça s'appelle Tout à fait. Ouais, où La CPM. la CPM, voilà, merci. C'est la CPM qui organise des formations pour finalement aussi essayer d'adresser, alors c'est pas le sujet du lobbying, c'est le sujet de la culture et de l'éducation des décisionnaires sur le marché de la publicité et finalement enlever les œillères de Instagram, Facebook, Google. Donc ça c'est intéressant. Pour le sujet, je voulais juste faire une parenthèse sur ça. Pour revenir sur le sujet politique, je suis pas très à l'aise là-dessus, je suis sûr que Philippe l'adressera mieux que moi. Sur le sujet identité, alors première réponse. Il y a énormément de données loguées sur le marché. Il y a la donnée issue, ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par Jean-Baptiste, des e-commerçants. Voilà, toutes les données de facturation des e-commerçants. Il y a la donnée des médias, qui en fait est beaucoup plus large que ce que l'on imagine et la perception qu'on en a, parce qu'il y a la donnée des chaînes de télé loguées qui est monumentale en réalité. Il y a la donnée des inscriptions newsletter, vous êtes bien placé pour le savoir, qui est aussi colossale. Il y a la donnée des abonnés aux médias papier, tout ça c'est de la donnée avec des CRM ID, des identifiants email. Donc il y a les opérateurs télécoms qui ont des clients en masse globalement et c'est très concentré sur quelques acteurs. Donc il y a de la donnée, ça c'est le premier point. Deuxième point, quelles sont les initiatives finalement pour les mettre à disposition du marché? En réalité il y a plein d'initiatives. Alors merci de l'avoir souligné, il y a effectivement Gravity qui agrège sur le périmètre de ses membres des données ID CRM, identifiant email, et aujourd'hui c'est environ 15% de l'ensemble de nos utilisateurs adressables qui sont pas seulement sur cookie mais aussi sur un identifiant stable, pérenne, qui n'est pas cookie. Donc effectivement c'est pas suffisant, mais notre ambition c'est de continuer à agréger de plus d'identifiants. Il y a d'autres initiatives qui voient le jour. Il y a les exemples, on reprend toujours le même, mais le Portugal avec Nuno qui a développé ce login commun cross-média. Il y a une initiative que personnellement j'encourage également qui est celle du geste, du SSO, merci. Il y a Prisma Connect, qui est une initiative centrée autour de l'ensemble des marques Prisma. Donc tout ça est en train de s'organiser et ça converge ça finira, je pense, par converger vers quelque chose d'exploitable pour le reste de l'industrie. Il y a des initiatives d'industrie, justement, également, portées par des acteurs ad-tech. Donc voilà, le marché réagit, il est conscient. Objectivement, la problématique identité, c'est une problématique qui est quand même globalement un peu plus nouvelle et en tout cas un peu plus urgente avec la pression des navigateurs sur le cookie. Donc je trouve qu'au contraire le marché il est là encore extrêmement dynamique, c'est très positif et qu'il y a beaucoup d'innovation et je suis assez optimiste, on finira par aboutir à quelque chose d'intéressant et qui nous mettra à parité sur la problématique identité. Merci Fabien. Philippe ? Oui, en fait, peut-être pour encore une fois être complémentaire, comme la réponse était vraiment très complète et je la souligne, le sujet du log est plutôt un sujet qui va venir du fait que, notamment les GAFA et notamment Google et notamment via les explorateurs, on aura un risque sur le cookie qui va, devenir de plus en plus pesant. Mais en fait, d'un point de vue performance marketing, il n'y a aucun sujet avec qu'on s'est bien fait des profils créés en data science via des cookies et des systèmes CM onboardés. Un exemple très concret qui nous concerne chez Prisma Media. Nous avons 4 millions d'abonnements print payants, 11 critères socio-démo, carte bleue, donc vraiment lifetime value, donc une data extrêmement riche et avérée. Ensuite, on a un CRM de 20 millions d'adresses mail que nous adressons à travers 150 newsletters par mois avec des verticalités, on sait à quel moment de la semaine, à quelle heure il faut shooter telle cible avec un tel sujet pour que ça ouvre davantage. Donc très très poussé et bien sûr nos data VU cookifiées, les 32 millions tous les mois. Et ce que nous avons fait, c'est que d'abord dans un premier temps, nous avons onboardé l'ensemble de notre CRM à la fois abonnés print et newsletter, ce qui nous a permis en data science d'extrapoler des ID simulés, comme si c'était logué, avec des indices d'art, pour vous donner une cible marketing, tout ça, une référence marketing, qui dépasse la plupart des tests qu'on a fait avec des e-commerçants. Donc en data science, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur cookie est moins bien que logué. Ce n'est pas le sujet. C'est plutôt comment on se prépare à l'avenir
face aux walled gardens qui vont encore plus fermer à travers les portes d'entrée qui ont les explorateurs, les acteurs tiers. Et nous, on s'y prépare effectivement à travers un sujet colossal stratégique chez nous qui s'appelle Prisma Media Connect, qui est un outil technologique d'abord, qui permet effectivement à l'ensemble des internautes de se loguer, avoir leur tableau de bord aussi RGPD. Donc c'est aussi un outsourcing du boulot parce qu'ils peuvent gérer tout simplement leur compliance eux-mêmes. Mais surtout, après, ça va permettre en fait à nos différentes marques d'avoir des innovations de services personnalisés. Donc ça peut être un programme télé-loisirs qui est indifférent pour Julien, pour Fabien, pour Philippe. Ça peut être bien sûr, un site de Harvard Business Review où un patron RH n'a pas les mêmes articles qu'un patron commercial. Et ainsi de suite. Vous imaginez la multitude de services de plus en plus personnalisés et à forte valeur ajoutée grâce aux logs qui permettront dans un écosystème Prisma déjà avoir un log unique avec une vraie profondeur en data. Qui va enrichir donc notre socle Smart Data qu'on a monté depuis 10 ans et qui va ensuite se rejoindre en profondeur le projet du geste qui est plutôt en surface parce que vous n'avez pas le droit de partager une data trans-éditeur, hein, c'est juste interdit, on sait juste un single sign-on, le Sésame, mais après vous n'avez pas le droit d'échanger quoi que ce soit. Mais cela en horizontal, avec notre projet en vertical, nous permettra de transformer Prisma Media en Prisma Media et Data à terme. Parce que nous avons des milliards de data points par jour, à travers 20 univers de marques, très consumer-friendly en plus, très complémentaires pour montrer les personas des consommateurs français de plus en plus granulairement et finement. Et tout cela va se mettre en place, mais juste pour un peu, enlever ce casse-tête sur une data loguée n'est pas une data efficace. Et en attendant, encore une fois, il y a des grandes initiatives qui permettent à scaler la data multinature, bio, pour permettre à vos campagnes à performer. Eh bien, nous sommes à 10 secondes de la fin, donc c'est parfait. Merci Fabien, merci Philippe pour avoir accepté de souffler avec moi la première bougie de The Programmatic Society et la première initiative d'Index Exchange à Paris avec AX Open France. Merci à vous. Merci Michel.